Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de la saison 1 des Enjoy Meetings. Une nouvelle édition basée toujours sur le même principe. 3 éditeurs travaillent ensemble à intégrer leur brique cloud pour créer une solution unique et commune, clé en main. Alors, même principe, mais casting différent. Pour cette édition, nous recevons Vincent Stenout de Okta, qui sera chargé de la gestion des identités. Bonjour et bienvenue. Sébastien Rastoex de Netscope, qui sera en charge du contrôle du trafic applicatif du poste de travail. Bonjour à tous. Et Valentin Martinez de CrowdStrike, qui va assurer la protection du poste de travail. Bonjour. Alors, ils ont choisi de répondre à la problématique de la protection du poste de travail et de l'information de l'entreprise dans un contexte de télétravail fort. Comment maîtriser tous les postes, où qu'ils soient, leur appliquer des politiques globales, auditables et surtout garantir évidemment la sécurité du poste de travail. Avant de démarrer, un point d'organisation, bien que la démonstration que vous allez voir soit enregistrée, nos experts, eux, sont d'ores et déjà présents en live pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet des questions. Ils vous répondront en live durant la démonstration ou après, car nous pourrons prendre quelques questions à l'issue de cette démonstration. Alors, messieurs, un nouvel utilisateur vient d'arriver, mais il est en télétravail. Comment peut-on être sûr, d'une part, de bien l'accueillir, mais surtout qu'il puisse commencer à télétravailler en toute sécurité ? Eh bien, tout commence avec l'identité, Jérôme. Ce qu'il va falloir regarder en premier, c'est a-t-il été bien saisi par nos équipes RH. Je suis sur le portail RH et il semblerait que ce soit bien le cas. Je vois que son formulaire a bien été rempli. Tout a été saisi, son emploi, sa position. On voit qu'il est chargé de compte, donc il sera dans l'équipe commerciale. On voit même son manager. On voit sa date d'embauche, que je peux d'ailleurs mettre à jour pour avoir la date d'aujourd'hui. On voit d'ailleurs aussi qu'on lui a mis une photo. Certes, elle n'est peut-être pas tout à fait à jour, mais en attendant, nous allons pouvoir l'utiliser pour pouvoir construire son identité et ses accès. Je vais aller sur le portail d'administration d'Okta, puisque l'objectif, ça va être pour Okta d'obtenir et de consommer ce profil qui a été saisi par mes équipes RH. Dans Okta, je vais avoir un connecteur. Donc le connecteur ici, c'est Bamboo HR, c'est la solution que j'utilise pour ma démo, qui va me permettre de récupérer toutes ces informations par le biais d'un import et ensuite de calculer ces droits et de diffuser en fait l'identité auprès de toutes mes applications et des partenaires qui sont connectés à Okta, dont Netscope, qu'on verra tout à l'heure. Alors, je vais commencer l'opération. Je vais chercher Nicolas. Cette opération, je vais la faire manuellement devant vous pour vous montrer comment se déroule le processus avec Okta. En situation de production, c'est quelque chose qui se passe automatiquement dès la saisie dans l'outil RH. Il n'y a rien à faire dans la console d'administration. Donc là, on va l'importer. On va voir qu'il y a un nouveau profil qui est calculé. Ce profil, il va être créé dans Okta Universal Directory, qui est notre annuaire qui va être dans l'outil. Cet annuaire va me permettre de gérer des notions de groupe et d'utilisateurs. Je vais retrouver tous mes utilisateurs de mon entreprise qui ont été importés par ce biais, et je retrouve donc Nicolas nouveau qui a été créé correctement. Nicolas, je vois qu'il est bien dans un statut en cours d'activation, donc il est importé, on calcule ses droits, on verra aussi qu'il y a une notion de lui générer un moyen de faire son premier accès, et on retrouve également l'ensemble de ses applications que je lui ai affectées. Ce sont ses droits de naissance. C'est-à-dire que j'ai regardé son profil tel qu'il m'a été transmis par l'outil RH, j'ai vu un certain nombre d'informations comme le job qu'il va occuper, comme le lieu géographique dans lequel il va travailler, et j'en ai déduit un certain nombre de groupes et d'accès. On voit que c'est un interne, un employé, donc je lui ai affecté Office 365 et d'autres applications assez classiques, mais on voit aussi qu'il fait partie du groupe Sales, donc dans mon équipe commerciale, et je lui ai donc affecté Salesforce. De la même manière, il y a le groupe pour l'Europe, etc. Jérôme, est-ce que tu as des nouvelles de sa machine d'entreprise ? Alors non, elle est toujours en route, mais on n'est quand même pas obligé d'attendre qu'il ait une machine d'entreprise pour commencer à travailler à l'heure du cloud. Oui, en effet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner, on va lui envoyer en fait un email sur sa boîte perso, s'il a accepté de partager son email personnel avec l'équipe RH et la société, qui va lui permettre de faire son premier accès. Si jamais, pour des raisons de données privées, il refuse de partager son adresse email personnel, on peut aussi lui transmettre des informations d'accès via un appel vocal ou via un SMS, donc ce sera à lui de voir le moyen qu'il préfère. En cliquant sur son email, il va arriver sur le formulaire qui va lui permettre de définir ses moyens d'accès sur son portail, sur ses applications, bref, sur son authentification unique qui va être gérée par Okta. Alors, ce mot de passe, il a une certaine complexité qui est affiché à l'écran, donc ça, vous pouvez le configurer évidemment comme vous le souhaitez, voire même, on pourrait imaginer ne pas avoir de mot de passe du tout et utiliser simplement un téléphone portable pour se connecter. On en parlera juste après.
Possibilité aussi de définir un numéro de téléphone portable pour pouvoir réinitialiser son mot de passe si jamais on l'oublie. Dans ce cas-là, on reçoit un SMS, on a un code à 6 chiffres, et grâce à ce code, ensuite, on accède au formulaire de réinitialisation. Je sélectionne également une image. Cette image, elle va avoir un but de faire de l'anti-phishing. Quand je vais me connecter sur les prochaines fois, je vais voir cette image apparaître. Si je la vois apparaître, c'est que c'est mon bon utilisateur, la bonne page. Je crée mon compte et je devrais pouvoir accéder à mon portail applicatif. Mais avant de pouvoir y accéder, je vais avoir une étape intermédiaire qui va être de définir un second facteur. Ce second facteur, il est nécessaire pour me permettre de manière sécurisée de me connecter et de prouver mon identité, et ce, peu importe d'où je me connecte et peu importe la machine depuis laquelle je me connecte. Donc, je vais aller configurer ce fameux facteur. Donc, je vais prendre mon téléphone. Donc, j'ai un téléphone, c'est un iPhone, parfait. On va faire suivant. J'ai un QR code qui s'affiche et mon téléphone est juste ici. Donc, ce téléphone que vous voyez aussi apparaître à l'écran, il va me permettre, via l'application Okta Verify, de l'associer directement avec Okta. Cette application, soit je la télécharge depuis l'App Store ou le Play Store, soit elle m'est distribuée automatiquement si c'est un téléphone de feuille. Et si jamais j'ai du mal à faire cette opération, il existe des moyens d'envoyer automatiquement des SMS et des mails avec des liens automatiques. Je clique une fois dessus, mon application est enrôlée. Vincent, est-ce que pour enrôler mon téléphone, je peux utiliser mon propre lecteur d'empreintes digitales? Oui, on peut aussi utiliser des moyens biométriques. Tu parles d'empreintes digitales, mais ça peut être aussi très bien Windows Hello qui fait de la biométrie faciale, mais également des acteurs comme YubiKey ou Google Titan qui fournissent des clés physiques. C'est un point intéressant puisque pour certains niveaux d'accès, on a envie d'avoir un niveau plus fort que le téléphone. Et donc, on peut imaginer distribuer ce type de clé, l'envoyer par exemple avec la machine que mon utilisateur attend d'ailleurs, et qui va lui permettre d'avoir un second facteur plus fort pour accéder à des applications administratives ou à un certain niveau. C'est ce que je vais faire. Je vais l'enrôler pour faire cette démonstration et je vais utiliser mon lecteur d'empreintes qui est intégré à mon ordinateur. Et donc, je passe mon empreinte, j'autorise et j'ai associé donc du coup mon empreinte digitale pour pouvoir faire mes accès aussi avec Okta. Parfait, je vais terminer cette étape. Une fois mon étape terminée, je vais arriver donc sur ce fameux portail applicatif. Ce portail applicatif, il vous est fourni par Okta et il permet de montrer à l'utilisateur les différents accès qu'on lui a calculés tout à l'heure quand je vous ai montré son profil dans la console d'administration. On retrouve bien donc ServiceNow, Slack, Salesforce et différentes applications de l'écosystème Office 365. Et maintenant, je vais cliquer donc sur ServiceNow, ce qui va me permettre de m'authentifier automatiquement sur ServiceNow en single sign-on. Ça utilise le protocole SAML2 en IDP Initiated. On vérifie, je suis bien authentifié avec Nicolas Nouveau, tout a fonctionné correctement. Si je clique sur Slack, je vais aussi pouvoir aller consulter la messagerie de Nicolas. Il va pouvoir également voir s'il a des nouveaux messages, s'il y a des collègues qui ont commencé à échanger avec lui. Et en effet, il a bien un nouveau message, c'est son manager. Il y a un channel qui a été créé automatiquement pour pouvoir lui permettre d'échanger avec lui pour son arrivée. Ce channel, il a été créé automatiquement par Okta. On verra aussi que dans Okta, il y a des workflows qui permettent d'aller plus loin que la simple création d'identité et qui me permettent d'automatiser notamment la création de channels ou la création de tickets dans ServiceNow. Mais Vincent, pourquoi des applications semblent verrouillées ou inaccessibles là? Ces applications sont des applications de niveau 2. Et aujourd'hui, Nicolas, on lui a bien donné accès à ces applications, il a le droit. Pour autant, il n'est pas dans le bon contexte, puisqu'il attend toujours sa machine d'entreprise. Donc là, il est connecté sur son portail avec sa machine perso. Et des accès à Office 365, à Citrix ou à OneDrive, des données d'entreprise, pour ces accès-là, on a décidé de lui interdire depuis sa machine perso. Donc, il peut faire un certain nombre d'accès, mais il ne peut pas tout faire. Ça va être directement dans des règles d'accès d'Okta autour du Zero Trust, autour de l'accès contextuel de l'utilisateur. Et on rentre pleinement dans 1, je calcule ce à quoi j'ai accès, 2, je regarde le contexte, et 3, on verra aussi qu'on partage le contexte et qu'on utilise aussi les autres signaux qui viennent de nos partenaires comme Netscope et CrowdStrike. Alors, si on regarde en détail au niveau de la console d'administration, c'est assez intéressant. Je vais aller voir cette application Office 365. Et effectivement, je vais voir que dans Office 365, je vais avoir des règles au niveau donc, de mes règles de sign-on qui vont clairement m'autoriser un accès seulement
si j'ai un device manager et que ce device manager a un agent Netscope. Ces règles de sign-on, je vais pouvoir aussi les appliquer à un niveau plus global de la configuration d'Okta. Ici, je vais aller dans Authentification, dans mon menu Sign-on, et à cet endroit-là, je vais pouvoir appliquer à l'ensemble de mes employés une règle qui va analyser le risque au moment où ils s'authentifient pour pouvoir les autoriser, et si oui, avec du MFA, voire même en leur proposant une authentification passwordless. En premier, on va regarder si le niveau de risque est faible. Et ça va me permettre notamment de pouvoir faire du passwordless et de laisser l'utilisateur s'authentifier sans avoir à taper son mot de passe. Dans un deuxième temps, si jamais il utilise toujours sa propre machine, mais qu'il ne passe pas par Netscope, on va pouvoir l'autoriser, par exemple, avec un MFA, mais on va lui demander seulement de faire du MFA tous les 7 jours. Si jamais le risque commence à être médium ou élevé, c'est-à-dire que les contextes changent, il est parti en vacances, je ne sais pas, en Croatie, il n'utilise plus la même machine, si un de ces deux contextes peut changer, à ce moment-là, on va lui demander un MFA systématiquement. Enfin, si les deux contextes changent, on va être sur un niveau de risque élevé dans lequel je vais imposer un second facteur très spécifique et plus fort que le téléphone, comme par exemple une clé physique qui serait branchée sur mon ordinateur portable. En image, cela donne avec Nicolas une authentification donc, qui sera adaptée et contextuelle. Dans mon cas, je m'authentifie au travers de Netscope dans un contexte avec un risque faible. J'ai donc une authentification passwordless dans lequel je valide l'authentification avec mon téléphone et ça me suffit pour me connecter à mon portail. Et maintenant, je vais tenter de m'authentifier avec Nicolas depuis un navigateur différent et une adresse IP qui va être différente. Donc, des contextes qui ont changé. Donc, comme d'habitude, j'ai bien un second facteur qui est demandé. Donc, je reprends mon téléphone pour valider mon second facteur comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais cette fois-ci, la différence, c'est que comme je suis dans une zone à risque, même la validation du second facteur me demande une étape supplémentaire dans laquelle je dois vérifier que le chiffre qui s'affiche est bien celui que je vois sur l'écran de mon téléphone. Ce qui permet d'éviter aussi des attaques de type phishing sur des moyens MFA. Deuxième étape, je dois de nouveau retaper mon mot de passe, ce qui me permet d'avoir une sécurité supplémentaire et de ne pas faire du passwordless puisque je suis sur un contexte à risque. C'est pour cela que mes applications sont grisées. Si mon utilisateur se pose la question, il peut toujours cliquer dessus et il aura un message qui lui expliquera la raison de ce blocage. Et donc, il sait qu'il doit attendre sa machine d'entreprise. Et il peut aller sur Slack pour poser la question de toute façon à son manager. En effet, il a bien accès à Slack pour avoir un certain niveau de communication en attendant que tout son équipement arrive. Il peut même utiliser des outils comme de la visioconférence, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu assez essentiel dans nos communications de tous les jours. Alors, soit il discute avec son manager pour lui demander d'avoir ces outils de visioconférence, puisqu'on voit qu'ils sont absents de son portail pour l'instant, soit il peut les demander lui-même. Donc, il a un menu au niveau de ce portail dans lequel il peut faire des demandes. Donc, on voit par exemple que je peux demander l'accès à Cisco WebEx Meeting, ça pourrait être Zoom, ça pourrait être Teams. Donc là, je vais faire la demande. Et ma demande a été acceptée automatiquement, puisque dans ce cas, on permet à l'utilisateur d'aller chercher une application qui lui manque lui-même, sans forcément avoir des processus d'approbation, quand il s'agit d'applications non critiques et essentielles pour son travail dès le premier jour. Alors évidemment, on pourrait avoir des processus d'approbation. Là, par exemple, un accès à une console AWS, qui est plutôt des droits de gestion d'un certain nombre de services de la DSI. Là, il faudrait motiver la demande et là, il y aura un processus d'approbation. Je vais revenir sur mon dashboard applicatif. On a vu un petit peu tout ça, donc on a vu comment on calcule l'accès, on a vu le contexte, on a vu qu'on peut donner accès à un certain nombre de choses sans forcément donner accès à tout, et on va pouvoir permettre à l'utilisateur d'avoir un niveau de self-service pour demander des applications, mais aussi pour accéder à ces paramètres de profil. Donc, il peut consulter à n'importe quel moment justement d'où il est, dans quelle équipe il est. S'il a besoin, il peut changer son mot de passe. On peut lui autoriser à changer son mot de passe lui-même. Et il peut regarder ses seconds facteurs qu'il a enrôlés tout à l'heure. Donc, on voit bien que j'ai enrôlé mon Touch ID. Et il en peut enrôler de nouveau s'il souhaite, par exemple, utiliser une clé ou si on autorise, par exemple, l'authentification par SMS. Me voici de nouveau sur mon portail applicatif et je vais terminer avec une application un peu particulière qui est l'application Salesforce. Elle est de niveau 2 et pourtant, elle n'est pas bloquée. Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça signifie que je peux quand même m'y connecter depuis ma machine perso et faire n'importe quoi dessus alors qu'il y a des données d'entreprise? Ah bah ça non, on ne pourra pas faire n'importe quoi sur l'application Salesforce.
Pourquoi? Parce que son poste, on ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Ça pourrait être une machine qui soit totalement infectée. C'est une application qu'il souhaite accéder, qui est Salesforce, qui a des données qui sont relativement sensibles. Et donc, ça peut poser quand même pas mal de problèmes de sécurité. Donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des redirections pour rediriger le trafic vers le cloud de Netscope. Le cloud de Netscope aura la faculté de pouvoir déclencher des analyses anti-malware sur le trafic ou de regarder si des informations sensibles ne sont pas exfiltrées. Mais là, le poste est complètement vierge. C'est un poste qui est non managé. On n'a aucun détail, aucune information. Et il va falloir justement trouver un mécanisme pour pouvoir rediriger ce trafic Salesforce vers Netscope avant de taper directement sur l'application. Alors, je vous propose de regarder directement comment ça se passe. Donc, dorénavant, Nicolas Nouveau est sur son portail. Il a bien accès à une application de niveau 2 qui est Salesforce. Donc, il va la lancer. Et ce que vous allez pouvoir constater typiquement dans l'URL, c'est que ce n'est pas un accès direct vers Salesforce qui est fait. Comment ça se passe? Vous voyez qu'il s'agit d'une URL de reverse proxy et on a utilisé cette URL justement pour forcer tous les passages d'application vers Netscope. Donc, on va venir s'introduire en fait dans le processus SAML, dans la demande d'authentification et de fédération qui est fait entre Salesforce et Okta, et tout simplement après rediriger l'utilisateur vers une URL spécifique de Netscope pour que tous les contrôles applicatifs puissent lui être appliqués. Donc, vous voyez qu'en fait, pour lui, ça ne change pas. Il va retrouver systématiquement son interface. Il arrive sur son portail. Il a bien accès à des informations. Si je clique sur une société, j'ai bien la possibilité d'accéder à cette société avec les différents contacts, etc. Néanmoins, si je souhaite éditer des informations, et voilà, raconter, notamment donner une petite description et que je sauvegarde justement cet enregistrement, Nicolas Nouveau se prendra un message d'erreur disant que, étant donné qu'il travaille depuis un équipement qui est non managé par l'entreprise, on ne lui laisse accès qu'en lecture seule à Salesforce. Donc, toute édition qu'il ferait ou toute création de données, de comptes ou quoi que ce soit, lui seront bloquées. Alors, de la même manière, si Nicolas Nouveau souhaite créer des nouveaux comptes dans Salesforce, parce que comme on a vu qu'il était dans le groupe commercial, il a velléité à s'occuper de certains clients. Donc, de la même manière, au moment où il va sauver cette information, on va lui rajouter toujours pareil, ce même message d'erreur. Vous voyez que l'URL ne rechange pas, on reste toujours sur le reverse proxy qui passe chez Netscope. Et de manière ultime, puisque là aussi, ça peut être un problème de sécurité, on ne va pas souhaiter qu'il puisse télécharger des informations. Donc là, typiquement, j'ai un fichier client. Si j'essaye de le télécharger, eh bien, là aussi, je serai bloqué parce qu'on n'envisage pas de pouvoir partager des informations et de les laisser en libre accès sur un équipement qui ne serait pas managé par l'IT. Si on regarde maintenant ce qui se passe dans la console, eh bien, on va voir toutes les activités de Nicolas Nouveau. Donc, on voit bien que Nicolas Nouveau est bien arrivé dans Salesforce via le reverse proxy. Et on voit toutes ces activités, c'est-à-dire aussi bien l'application qu'il a utilisée que les types d'activités. Donc, on a essayé de créer un compte, on a essayé de créer un contact, on a essayé de télécharger des données. Et ça, de manière générale, comme vous pouvez le voir avec le petit point orange qui est mentionné ici, c'est une activité qui aura été bloquée pour Nicolas Nouveau parce qu'on considère que depuis un poste manager, il n'aura pas le droit dans Salesforce d'effectuer des actions qui permettent d'écrire de la donnée ou tout simplement de venir télécharger quelque chose sur le poste. Mais est-ce que ça veut dire finalement que l'utilisateur peut se connecter directement à Salesforce avec ses identifiants en contournant complètement Okta et Netscope? Eh bien non, car il doit forcément passer par Okta pour s'authentifier et accéder à Netscope. Même s'il y accède directement, il sera redirigé vers Okta. Et Okta va forcer l'URL du reverse proxy de Netscope. C'est rassurant. En attendant, heureusement pour lui, son PC vient d'arriver. Il a maintenant un PC managé. Est-ce que ça va changer quelque chose dans sa manière de travailler au quotidien? Oui, effectivement, ça va changer quand même beaucoup de choses puisque dorénavant, il dispose d'un poste qui est managé par l'IT et d'un agent Netscope qui sera installé directement au niveau de son poste de travail, donc comme on le voit ici. Néanmoins, si je regarde ma configuration,
chose que Nicolas Nouveau ne va pas spontanément faire, mais on voit que la classification de son équipement étant non managée encore une fois. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On a pu adapter encore une fois des droits intermédiaires pour lui, mais visiblement, il lui manque quelque chose au niveau de sa configuration. Donc, néanmoins, pour lui, ça ne va rien changer. Il va continuer à aller dans son Salesforce. Il verra que depuis quand même un poste manager, la possibilité, et vous le verrez aussi dans l'URL, que cette fois, dorénavant, on passe directement avec l'URL de Salesforce, mais de manière transparente, le client va rediriger l'intégralité du trafic chez Netscope pour être inspecté et faire les contrôles dont on parlait tout à l'heure. Donc cette fois-ci, on va essayer la même chose depuis un poste manager, de voir si on a bien la possibilité de créer des informations dans Salesforce. Donc on va recréer un nouveau compte et vérifier cette fois en croisant les doigts pour que Nicolas Nouveau ait bien la possibilité de pouvoir créer des choses. Ce qui semble être le cas. Et donc, comme on peut le voir, dorénavant, la création du compte a fonctionné. On a bien pu créer de l'information dans Salesforce depuis sa machine personnelle, parce qu'on a vu qu'il s'agissait d'un profil un petit peu plus élevé que celui par lequel on arrivait tout à l'heure. Est-ce que maintenant, ça signifie qu'on peut télécharger et effacer des données dans Salesforce? Alors, on va le vérifier tout de suite. Donc, si Nicolas Nouveau appuie sur l'effacement du compte qu'il vient de créer, vous voyez que grâce au partenariat avec Okta, on a la possibilité de déclencher une authentification multifacteur. Étant donné qu'on supprime de l'information, qu'il s'agit d'une action destructrice, on va vérifier quelle est l'identité de l'utilisateur et de s'assurer via une authentification multifacteur qu'on puisse bien effacer les données et que c'est bien Nicolas Nouveau qui le demande. Et cette authentification MFA, elle est d'autant plus importante que c'est un fondamental pour pouvoir faire de l'authentification continue. Aujourd'hui, la force de l'intégration de Netscope, d'Okta et de CrowdStrike, c'est de pouvoir aller au-delà de l'authentification initiale, au-delà des contrôles d'accès qu'on a pu voir tout à l'heure, mais de fournir en fait tout au long de la navigation dans Salesforce ou dans n'importe quelle application un moyen de revérifier l'identité et de faire un assessment de l'identité en continu. Et donc, de la même manière, vous verrez également que Nicolas Nouveau, comme la plupart des personnes, ont des boîtes mail personnelles, des drives personnels dans lesquels ils stockent des informations. Donc ici, le drive de Nicolas Nouveau sur sa boîte personnelle. Donc de la même manière, il veut, pour travailler correctement, récupérer des données qu'il a pu avoir d'ancienne vie. Et il va essayer de télécharger justement des informations commerciales qui vont permettre de le rendre plus productif justement dans son travail. Et lorsqu'il télécharge un fichier, c'est là où on lui dit justement que son équipement, son device n'est pas entièrement managé et qu'il manque quelque chose sur son poste. Donc la posture de sécurité n'est pas la bonne. Il manque l'agent CrowdStrike sur sa machine et on lui donne un lien pour lui permettre son téléchargement. Et donc, comme vous le voyez, au niveau du message d'erreur, ça fournit de bonnes informations de coaching pour l'utilisateur, puisqu'il est prévenu de ce qui ne va pas et il saura justement comment y remédier sur son poste pour télécharger justement l'agent CrowdStrike. Oui, pourtant, CrowdStrike, c'est quand même l'outil essentiel pour assurer la sécurité des postes de travail à l'échelle du parc. Alors oui, tout à fait. CrowdStrike va permettre une protection du poste. Donc ici, nous avons déployé CrowdStrike en quelques minutes. Nous allons voir donc ici dans l'ajout et suppression de programme, donc ce petit agent de 45 mégas que nous avons installé sur la machine et qui n'a même pas nécessité de redémarrage. Donc là, dans mes mails, je viens de recevoir un email de la part de l'équipe IT. Il semblerait que l'installation de mon PC ne soit pas terminée et je dois télécharger un dernier outil. Donc, ce que je vais faire de suite, donc on va télécharger et installer cet outil. Donc ici, donc ça charge. Ici, on me propose de sauvegarder le fichier. Donc c'est un plugin pour Outlook. Et je vais l'installer tout de suite. Hop, on va lancer le fichier. Hop, alors là, il semblerait que j'ai un message d'erreur de CrowdStrike. On dirait que CrowdStrike a bien fait son travail et a bloqué un contenu dangereux, en fait. Alors, tout à fait.
Donc, nous sommes maintenant connectés sur l'instance d'administration de CrowdStrike. Donc ici, nous avons un peu un overview de ce qui se passe en temps réel dans son environnement. Nous avons les dernières détections, les postes qui sont les plus impactés et également les nouvelles détections ici. Donc ici, nous voyons que nous avons une seule détection. Donc nous allons cliquer ici et nous allons avoir un peu plus de détails. Dans cette barre de recherche, on a la capacité donc, de filtrer par sévérité et d'autres champs. Et ci-dessous, vous allez avoir en fait tout l'enchaînement d'actions de processus sur la machine. Donc, l'agent va, une fois installé, collecter, enregistrer toutes les opérations de chaque processus sur cette machine et va également permettre de bloquer tout type d'attaque. Dans cette alerte, nous allons avoir différentes informations. Donc, on peut l'afficher sous forme un peu plus graphique. Donc, toutes les informations en fait, présentes dans cette alerte vont permettre à un analyste de comprendre rapidement ce qui s'est passé sur la machine. Nous allons avoir des informations sur le poste, donc le nom de la machine, le nom de l'utilisateur, si nous avons bloqué ou pas l'attaque. Donc, c'est là que nous allons avoir un petit bouclier vert qui nous dit que l'attaque et le process ont été bloqués. Nous allons avoir également le vocabulaire du MITRE, du framework du MITRE, et également des capacités de remédiation avec la possibilité de mettre en quarantaine la machine, mais également d'ouvrir un accès à distance sur cette machine. Nous avons aussi la capacité de s'interfacer avec l'ensemble de l'environnement via des API, donc pour piloter, configurer la plateforme, mais également échanger des informations avec d'autres technologies, donc des informations comme par exemple le hash du fichier qui a été exécuté sur cette machine. Alors, en effet, ce hash, c'est quand même une information importante qui mérite d'être partagée, et c'est donc possible de le diffuser à tous les autres partenaires, Netscope en l'occurrence. Alors effectivement, c'est une information qu'on va pouvoir réutiliser une fois qu'il aura été capté par CrowdStrike. Alors, ce sont des indicateurs de compromission, sous-entendu que c'est une information que CrowdStrike a détectée et qu'il va savoir nous uploader directement dans notre console d'administration. Et si je vais regarder, j'ai bien le hash qui a été automatiquement importé dans ma liste. Et de manière systématique, en fait, à chaque fois que l'agent CrowdStrike détectera une anomalie, il sera capable de nous transmettre cet indicateur de compromission qu'on pourra appliquer à tous les fichiers qu'un utilisateur, ou Nicolas Nouveau, par exemple, va télécharger. C'est une synchronisation bidirectionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Netscope, via ses analyses anti-malware, détecte des informations, des malwares dans les différents contenus qui sont téléchargés, on va là aussi aller les importer dans le tenant CrowdStrike pour que lui aussi, la prochaine fois, puisse bloquer l'activité d'un utilisateur qui téléchargerait le même type de fichier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment ça. C'est un échange d'informations bidirectionnel. Et quand on regarde comment est construite notre politique de sécurité, que je vous propose de vous afficher tout de suite, on va lui dire de faire son scan traditionnel et en même temps, on va lui dire exclue-moi automatiquement tous les IOC qui ont été donnés par CrowdStrike. Donc, si je retrouve exactement le même fichier quelque part qu'un de mes utilisateurs dans mon entreprise va télécharger, il sera automatiquement bloqué sans même avoir à déclencher une analyse anti-malware. Et si je refais le test, toujours pareil, sur le drive de Nicolas Nouveau, donc en réutilisant le même fichier, je vais le télécharger. Et ce qui va se passer, c'est que vous verrez que le malware est automatiquement détecté. Super. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aussi partager cette information à Okta? Alors oui, en fait, très prochainement, l'agent CrowdStrike va pouvoir analyser différents paramètres de l'OS et de l'agent afin de calculer un score de risque associé à cette machine et partager ensuite cette information à Okta. Et c'est vrai que si, côté Okta, on obtient cette information, ça va nous permettre de faire des règles plus intelligentes qui vont tenir compte de la posture du device, comme par exemple détecter qu'il est correctement sécurisé, qu'il n'y a pas de malware détecté, présent, qu'il n'y a pas de risque, et donc permettre l'authentification et l'accès aux applications sensibles.
Alors, messieurs, on apprend que Nicolas Nouveau s'apprête à quitter la société. Est-ce que c'est une information qui peut être utilisée pour élever le niveau de sécurité? Oui, l'information comme quoi Nicolas part de la société est essentielle et peut être déterminante aussi dans les différentes règles qu'on a vues sur nos différentes solutions. Je suis de retour avec l'équipe RH qui est en train de procéder au départ de Nicolas Nouveau qui a décidé de poser sa démission pour la fin du mois. Donc quelque chose qui est assez rapide, donc moins d'un mois de préavis. Donc c'est un départ volontaire parce que la vie est imprévisible, on ne sait pas encore ce qu'il va faire après et pourquoi pas, il pourrait revenir. J'enregistre donc cette modification et comme d'habitude, Okta va être capable de détecter ce changement et appliquer des nouvelles règles pour l'accès, mais aussi pour Netscope et nos solutions partenaires. L'import est terminé. Depuis ma solution Bamboo HR vers Okta, on voit bien qu'il y a un utilisateur qui a été modifié. Et si on regarde donc de nouveau le profil de Nicolas, on va voir qu'il est passé démissionnaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va avoir un attribut qui s'appelle Termination Date. On va retrouver donc la date de départ que j'ai renseignée dans l'outil RH. Et on va retrouver également un attribut démissionnaire qui a été positionné à true automatiquement par Okta parce que je suis à moins d'un mois de la date de départ. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir le transmettre à Netscope et à d'autres solutions. Si on regarde mon intégration Netscope, je vais retrouver donc dans mes paramètres d'intégration de ce connecteur que j'ai avec Netscope, ce groupe démissionnaire que j'ai affecté automatiquement à Nicolas parce qu'il va partir, et je le transmets à Netscope pour que Netscope puisse adapter les règles et ses contrôles qu'il a, par exemple, sur Salesforce et d'autres applications. Sébastien, est-ce que tu as bien reçu l'information de ton côté? Eh bien, je te propose d'aller vérifier ça directement, Vincent. Donc, on va aller regarder. Donc, on a bien le groupe démissionnaire. On va simplement l'éditer. Et Nicolas Nouveau est bien arrivé dedans de manière automatique. C'est-à-dire qu'en fait, de notre côté, on n'a rien eu à changer côté Netscope. Les règles vont être appliquées sur le profil démissionnaire de manière générale. Mais qu'est-ce que ça signifie donc pour Nicolas Nouveau? Un profil un petit peu plus restrictif parce qu'on sait qu'il s'en va de la société et on n'a pas nécessairement envie qu'il puisse partir avec les données de l'entreprise ou avec des intentions, on va dire, malveillantes de manière générale. Donc, vous voyez à l'écran son partage OneDrive, c'est-à-dire l'application corporate OneDrive qui est utilisée donc, dans toute l'entreprise. À l'intérieur vont se trouver deux fichiers qui recense principalement des coordonnées clientes. Donc, quand je regarde ce qui se passe ici, vous voyez que là, ce sont des données clientes pour un compte en particulier. On va retrouver 3 contacts à l'intérieur et ce qui ne pose pas nécessairement de problème. Donc, quand je vais cliquer effectivement pour récupérer cette information, vous voyez que mon téléchargement a bien lieu, ce qui visiblement n'a pas nécessairement posé beaucoup de soucis. Maintenant, si je vais regarder un petit peu plus en détail le second fichier qui, là, pour le coup, est un petit peu plus fourni en termes de contact client. Ce n'est pas nécessairement des données que j'ai envie de retrouver partout, surtout si Nicolas décide de partir à la concurrence. Donc, que va-t-il se passer? Parce que c'est de bonne guerre, quelque part, de pouvoir récupérer des informations. Si je vais essayer de télécharger mon fichier ici, et là, automatiquement, je serai notifié comme quoi il s'agit d'informations qui sont sensibles, puisqu'elles contiennent des informations personnelles, et que le nombre et le volume qu'il y a dedans ne permet pas à Nicolas Nouveau justement de télécharger ce fichier. Certes, il y a d'autres mécanismes si on souhaite exfiltrer de l'information. Nicolas Nouveau étant un utilisateur chevronné, on pourrait très bien se dire, tiens, il va pouvoir tout simplement créer une Google Sheet sur son partage perso et simplement faire un copier-coller des données qui vont se trouver à l'intérieur du fichier que j'ai pu éditer tout à l'heure. Donc, on lui a laissé les droits d'édition, mais pas ceux de téléchargement. Et donc, à partir du moment où je commence à remplir ma Google Sheet directement dans mon Drive personnel, là encore, c'est une activité qui aura été bloquée pour le groupe des démissionnaires. C'est-à-dire qu'on considère qu'on n'a pas le droit d'éditer des informations
dans un partage personnel quand on est démissionnaire, puisque ça pourrait permettre l'exfiltration d'informations. Et donc, comme vous le voyez, l'édition a été désactivée, c'est-à-dire que Nicolas Nouveau n'a pas le droit d'éditer des Google Sheets et de pouvoir après copier-coller les informations. De manière générale, ensuite, ce qu'on va pouvoir retrouver dans la console, c'est qu'un incident aura été logué sur ce fichier spécifiquement que Nicolas Nouveau a essayé de télécharger. Et quand on regarde de plus près, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de violations, donc notamment des coordonnées personnelles comme des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des villes, tout ça qui aura été nécessaire pour déclencher justement cet incident DLP. Et ce qui est intéressant, c'est que les données que vous voyez affichées à l'écran ne sont pas stockées chez Netscope, elles sont directement stockées dans la société. On a la possibilité de réutiliser des stockages OneDrive Corporate donc de la société, pour lequel on va venir faire le lien en disant voilà tout ce qu'on a trouvé, et voilà le fichier, et voilà les informations qui ont violé la politique de l'entreprise. Donc on a retrouvé 18 coordonnées personnelles à l'intérieur, et on avait dit qu'au-delà de 10, on considérait que c'était une violation et une exfiltration de données, et donc il y a eu une création d'incident qui pourra être investigué par la suite. Bien, alors voilà, nous avons fait le tour de cette solution unique créée spécialement pour cette deuxième édition des Enjoy Meetings et qui montre qu'avec finalement quelques briques de solutions cloud indépendantes, mais des briques associées intelligemment, on peut faire beaucoup pour assurer la protection des postes de travail. Messieurs, ça vous a pris combien de temps de créer cette solution? Une journée pour pouvoir configurer l'intégration et les différentes règles à mettre dans effectivement un projet plus global. Merci messieurs, on se retrouve tout de suite en direct live pour répondre aux questions de l'audience.